Nous sommes le mercredi 14 novembre. Bonsoir à tous et merci de vous joindre à nous pour le 20h de la télévision de Burkina. Voici les titres de cette édition. Aujourd'hui, jour de Conseil des ministres, nous aurons un aperçu des grands dossiers qui ont été examinés dans ce journal. Et puis la campagne nationale d'électrification rurale fait des heureux dans le Passoré. La mise en service des installations électriques est une réalité depuis hier dans 13 villages. Et l'Union africaine qui est pour une solution militaire dans la crise au Mali, la présidente de la commission de l'UA a eu un entretien avec le président français sur la question. Bienvenue à tous à ce journal et merci de nous suivre. Et pour ouvrir ce journal, donc, quelques dossiers importants examinés ce matin en Conseil des ministres. Tout d'abord, un rapport relatif au suivi de la mise en œuvre au 3e trimestre 2012 des projets et programmes prioritaires. On retiendra de ce rapport que les projets et programmes peuvent être classés en 5 groupes suivant différents niveaux de mise en œuvre. Le ministre de l'Économie et des Finances donne des détails. Dans le cadre de la recherche d'une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des grands chantiers du programme présidentiel de la SCAD, le gouvernement a adopté une démarche basée sur ce que nous appelons les projets de programmes prioritaires. L'idée c'est quoi? L'idée c'est qu'il faut qu'on évite de nous disperser. Mieux vaut se focaliser sur un certain nombre de projets et d'avoir un mécanisme de suivi très rapproché pour nous assurer de la mise en œuvre. Et nous avons eu à faire un inventaire de ces projets qu'on a regroupé en 4 grandes catégories. Une première catégorie sont des projets qui nécessitent des études de faisabilité. Et donc pour ces projets-là, il faut qu'on voit comment effectivement on va financer ces études. La deuxième catégorie sont des projets qui ont déjà des études mais qui sont à l'échelle de financement. Pour ces cas, il faut effectivement voir comment on peut assurer le financement, soit par le biais de l'État, soit auprès des partenaires. La quatrième catégorie sont des projets qui ont déjà le financement et qui sont en stade de démarrage. Et pour ces projets, il faut s'assurer que les conditions de démarrage sont remplies. Il faut veiller à ce qu'on puisse remplir ces conditions pour que ça soit vraiment effectif. Et enfin, la dernière catégorie sont les projets qui sont en cours d'exécution. Et là, le suivi va consister à nous assurer que ces projets s'équipent normalement par rapport à ce qu'il y a comme objectif. Le ministère de la Santé a en projet la formation de spécialistes dans le domaine de la santé. La formation va concerner 1 millier d'agents sur une période de 10 ans pour un coût estimé à 25 milliards de francs CFA. Le rapport relatif à cette formation a été soumis au Conseil pour examen. Le chef du département de la santé en parle. Nous souffrons à l'heure actuelle d'un manque crucial de spécialistes. C'est vrai que les médecins généralistes nous manque, mais la question des spécialistes est une question centrale à l'heure actuelle. Et si il y a un travail énorme qui est fait pour multiplier les structures de base, pour multiplier les structures intermédiaires, notamment les CHR, les hôpitaux de district, il y a par contre ce manque énorme de spécialistes. C'est pour cela que mon département aujourd'hui a porté à l'attention du Conseil ce projet extrêmement important, évalué à 25 milliards. Et ce projet devrait nous permettre de former au bas mot 1 millier de spécialistes d'ici les 10 ans à venir. Et nous avons structuré cette formation de façon à ce que, à partir de 2013, jusqu'en 2019, chaque année nous puissions au bas mot sortir plus de 50 spécialistes. Dans les domaines divers, ce n'est pas les médecins seulement, ce n'est pas les pharmaciens seulement, ce n'est pas les infirmiers seulement, ce n'est pas les sages-femmes, ce n'est pas les chirurgiens dentistes seulement. Tous les différents corps de métier, nous avons souhaité qu'il y ait des spécialistes pour qu'on puisse former des équipes au niveau des hôpitaux de district, former des équipes de spécialistes au niveau des CHR, former des équipes de spécialistes au niveau des CHU, de façon à ce que l'ensemble des pathologies, nous puissions prendre en charge l'ensemble de ces pathologies. Parmi les dossiers examinés, un projet de loi d'orientation de la recherche scientifique et de l'innovation. Objectif, définir et encadrer la recherche scientifique au Burkina Faso. Écoutons le premier responsable du département sur l'intérêt de ce projet de loi.
d'orientation a été créée, nous avons préparé une loi d'orientation de la recherche scientifique et technologique et de l'innovation au Burkina Faso. Alors cette loi, le but réellement, c'est d'avoir un cadre juridique et d'avoir des orientations stratégiques liées à cette recherche-là. Alors il y a plusieurs points évidemment dans cette loi-là. Et le premier point contenu dans ce texte-là, c'est d'abord de définir le champ de la recherche scientifique, technologique et de l'innovation. Alors évidemment, la liste n'est pas exhaustive, mais elle est très vaste. Ça peut concerner les sciences et technologies, ça peut concerner la recherche agricole, ça peut concerner la recherche en santé. Et donc ça, c'est le champ d'application de la loi. Alors, la deuxième chose, c'est de définir un cadre institutionnel, n'est-ce pas, permettant à la recherche de se développer et de subvenir aux besoins en innovation et en technologie pour le développement. Deux sociétés revendiquent chacune la détention des droits d'exploitation du site de manganèse de Tambao. Le Conseil s'est prononcé sur la mise en œuvre du projet. Le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie donne des précisions sur la situation. Le 11 août dernier, le gouvernement a conclu un contrat de partenariat public-privé avec la société panafricaine Burkina. Et il se trouve qu'on avait donc, j'allais dire, un mémorandum d'entente avec une société Wadi. Et c'est une autre société, Oiseli, que nous ne connaissons pas, qui s'est fendue donc d'un communiqué sur les places financières disant que cette société détient donc des droits sur le projet Tambao. Le Conseil des ministres ce matin a réaffirmé le contrat qui existe entre le groupe Timis à travers sa filiale Pan-African Burkina et l'État du Burkina. Le Pan-African Burkina est la seule société qui détient un permis de recherche sur le manganèse de Tambao. Et nous sommes en arbitrage, nous pensons que le droit sera dit et que le Burkina donc va continuer à investir sur le projet Tambao. Salif Lamoussa Kabouré a également fait cas au Conseil de l'électrification de 13 localités entrant dans le cadre du projet d'accès aux services énergétiques. À terme, ce sont plus de 5 localités qui seront raccordées au réseau électrique d'ici au 31 décembre 2014. Écoutons le ministre en charge de l'énergie sur le projet. Nous avons mis sous tension 13 localités et hier, une cérémonie a eu lieu à Songnaba pour la mise sous tension de cette ville-là. Cela donc dans le cadre d'un projet financé par la Banque mondiale pour lequel donc, nous avons eu beaucoup de retard. Mais au finish, cette semaine, ces 13 localités, avant la fin de l'année, le 31 décembre 2012, on aura encore 12 localités. Il y a d'autres localités qui seront électrifiées par groupe thermique et nous allons aussi électrifier 25 localités par des kits solaires. En termes donc de préélectrification, cela veut dire qu'en termes d'électrification rurale, nous tenons donc le programme que nous sommes tracés, c'est-à-dire faire de telle sorte que d'ici le 31 décembre 2014, il y ait 500 nouvelles localités électrifiées sur le réseau Sonamé. Voilà, les réactions des ministres ont été recueillies pour nous par Adama Koulibaly et vous aurez bien sûr l'intégralité du compte-rendu de ce Conseil des ministres tout de suite après ce journal. Plus rien ne sera donc comme avant à Songnaba et dans 12 autres localités dans le Passoré. L'électricité est désormais une réalité depuis hier dans ces villages et avec elle, les promesses de développement. Ce sont en tout 18 000 ménages qui bénéficient des services de la nationale de l'électricité. On comprend alors le sentiment de soulagement des populations lors de la mise en marche des installations électriques. Laza Pouya en était témoin. Et la lumière fut. Ainsi, Songnaba, Kosuka, Kalsaka, Petit Samba, Latodin, Bagare, Moutoulou, Irim, Rambo, Bouga et Lungo dans la région du Nord, Ruko et Tikare dans la région du Centre-Nord disposent désormais de l'électricité. La présente mise sous tension permettra d'impulser le développement économique de ces 13 localités. Elle contribuera également à améliorer les services de santé, administratifs et éducatifs. Ce programme rentre donc dans un grand projet de son Excellence Monsieur le Président du Faso,
qui a promis que les grandes localités, les chefs-lieux de communes rurales, les grands villages auront l'électricité d'ici la fin de son mandat 2015. Donc, dans son programme, bâtir ensemble un Burkina émergent. Et c'est pour cela donc que ce soir, nous mettons sous tension Songnaba. Et je peux vous dire que d'ici 2015, nous aurons 500 localités au Burkina Faso qui devront donc bénéficier donc, des services donc, de la Sonabel et du F2E. L'électrification de ces 13 localités a coûté plus de 2,180 milliards de francs CFA et fait partie intégrante d'un ensemble de projets d'électrification par interconnexion de 25 localités financées par la Banque mondiale et réparties dans 7 régions du Burkina. Nous avons abandonné les lampes tempêtes et maintenant nos affaires prospèrent mieux. J'arrive à vendre même la nuit. L'électricité, vraiment, c'est bien. À terme, la mise en service de ces installations permettra l'accès aux services électriques de plus de 18 000 ménages pour cette tranche et créera au moins 50 emplois. La lumière est vraiment importante pour nos populations au niveau des maternités, au niveau des écoles, même au niveau des ménages. Ça va pouvoir vraiment aider les populations à pouvoir s'épanouir et à travailler aussi pour booster le développement. L'événement a mobilisé les fils et les filles de Songnaba qui pensent que le développement passe aussi par l'électricité. L'appel que j'ai à lancer en tant que ressortissant de la localité, c'est que chaque famille aujourd'hui qui a pu assister à ce lancement puisse s'en approprier. Séance tenante, le général Gilbert Djengere a promis de faire abonner à ses frais le CSPS, les mosquées, les églises et temples, les services administratifs et les écoles, ainsi qu'une famille démunie dans chaque quartier de Songnaba. Aux coopératives d'électricité et aux populations, il leur a été demandé d'adopter des comportements exemplaires en vue d'assurer la pérennité des ouvrages. Et comment faire en sorte que les petits producteurs agricoles d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique créent de la valeur ajoutée à leur production? La réponse viendra du rôle que chaque acteur devra jouer dans le processus appelé chaîne des valeurs. À Addis Abeba, où la question a réuni le monde de l'agriculture du continent, le Burkina Faso a été cité en exemple avec l'Union des producteurs de coton. La rencontre a été initiée par le Centre technique de coopération agricole et Jacques Lamissa Tarpaga y était. Dans cette salle de conférence de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique à Addis Abeba en Éthiopie, ce sont plus de 500 délégués venus de 70 pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique qui se sont réunis pour trouver les voies et moyens afin de développer les chaînes de valeur en agriculture. Un cas pratique développé au cours des ateliers est celui de l'UNPCB, l'Union des producteurs de coton du Burkina Faso. Karim Traoré, son président, a étalé ce qui fait la force de son organisation. Vous ne pouvez pas travailler tant qu'il n'y a pas une chaîne. C'est une chaîne et il faut que tout et chacun puisse en bénéficier. Le commerçant a besoin que le petit producteur qui produit pour lui, qu'il puisse avoir ses avantages dans la production. Et le producteur aussi, il faut que le commerçant qui exporte le produit, qu'il puisse avoir aussi quelque chose en exportant. Ce modèle de chaîne de valeur consiste à mettre en lien de façon efficace les producteurs, les transformateurs et les acheteurs. C'est ce qui a inspiré le thème « Resserrer les liens des chaînes de valeur agricoles au profit des petits producteurs ». Une idée du CTA, le Centre technique de coopération agricole et rurale. Beaucoup de gens très engagés dans les discussions, ils font les contacts nouveaux et tout ça. C'était vraiment un grand succès. À l'issue de la conférence internationale, les gouvernements, les ONG, le secteur privé et les organisations paysannes ont été appelés à accompagner les petits producteurs agricoles pour qu'ils accèdent au système de marchés nationaux et internationaux. Le dernier sommet du G8 à Washington a défini une nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition. De quoi s'agit-il exactement? À Ouagadougou, une rencontre d'information a été ouverte ce matin et qui permettra aussi d'aborder les perspectives des prochaines étapes de cette alliance. Ernest Kambiri. La nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la malnutrition est un engagement conjoint des pays du G8, des partenaires africains et du secteur privé visant à soustraire durant les 10 prochaines années 50 millions de personnes de la pauvreté et de la malnutrition à travers une croissance agricole inclusive et durable. Lancée en mai dernier à Washington lors du sommet du G8, cette initiative qui permettrait durant la décennie à venir de réduire de 1,6 million le nombre de Burkinabés souffrant
de la faim et de la malnutrition est au centre de cette rencontre de partage et d'information des acteurs du secteur privé et de la société civile. Il faut que nous travaillions à mettre l'agriculture dans un contexte du marché. Il faut que nous travaillions à créer les bases d'une agriculture de type commercial. Que les gens, donc l'entrepreneuriat agricole en quelque sorte. Transformer nos exploitations familiales en entreprises agricoles. Cette nouvelle alliance, c'est vraiment un partenariat. Partenariat entre le G8 et les 6 pays africains, mais partenariat entre le secteur public et le secteur privé pour développer toutes les initiatives afin donc de booster l'agriculture. Occasion pour présenter les résultats des accords conclus entre le G8 et le Burkina Faso en septembre dernier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies. La rencontre de ce jour permettra à la coordination nationale de l'Alliance d'échanger sur les modalités d'opérationnalisation du cadre de coopération, sur l'accroissement des investissements privés dans l'agriculture burkinabé et sur les perspectives des étapes prochaines de cette nouvelle alliance. Et pour mieux répondre aux questions de mauvaise alimentation et de malnutrition, une direction de l'alimentation et de promotion de la qualité nutritionnelle existe désormais. Ses missions, développer une synergie d'action durable pour une bonne culture alimentaire et une gestion efficace des problèmes de nutrition. Elle est sous la tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique. Maïmouna Traoré a suivi pour nous la rencontre d'informations sur cette nouvelle direction. La direction de l'alimentation et de la promotion de la qualité nutritionnelle est née de la volonté du ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique de développer une bonne culture alimentaire et de mettre à la disposition de la population des aliments sains et de qualité. Désormais, la question de l'alimentation doit nous concerner. Autant nous faisons des efforts pour produire suffisamment, produire varié, autant nous devons faire des efforts pour manger, bien manger, parce que c'est ça l'essence de la vie, c'est ça qui supporte la vie, c'est ça qui fait que nous sommes en bonne ou en mauvaise santé. La direction de l'alimentation et de la promotion de la qualité nutritionnelle a pour mission principale de participer à l'élaboration des normes alimentaires et de contribuer à la mise en œuvre des politiques et stratégies nationales de valorisation des produits agroalimentaires. Elle devrait également mettre en œuvre des programmes d'éducation, d'information et de sensibilisation des populations. Il s'agit de faire de l'information, de la sensibilisation et de l'éducation. Donc il faut informer les gens, il faut développer une communication de proximité pour faire connaître donc les vertus alimentaires, et les modes de préparation et tout ce qui donc peut être donc à l'origine, qui doit être favorable donc pour une bonne santé donc de la population. Le ministère de l'Agriculture et de l'Hydraulique compte sur cette nouvelle direction pour renforcer les capacités des acteurs du secteur agroalimentaire et accroître leur niveau de compétitivité. À Gorom, l'ONG HELP fait le point de son intervention dans le Sahel pour la réduction des effets de la crise alimentaire. Une suite est à envisager et pour cela, il faut un consensus sur les modalités pratiques. Jacques Lamissa Tarpara. Initié par l'ONG HELP, cet atelier vise à faire le bilan des activités d'urgence déjà exécutées durant la crise alimentaire de l'année dernière. Il s'agit également d'informer les participants sur l'aide envisagée afin de dégager des consensus sur les modalités pratiques de sa mise en œuvre. Ce que nous attendons, c'est qu'il y ait un bilan de l'intervention d'urgence pour qu'on puisse capitaliser les acquis et prendre en compte les insuffisances, pour mettre en place une stratégie au niveau de l'ensemble des communes qui vont bénéficier de cette phase d'intervention du projet. L'intervention de l'ONG HELP a permis d'aider plus de 4000 ménages gravement touchés par le déficit alimentaire qu'a connu le Burkina Faso, et ce pendant 5 mois. Les populations elles-mêmes ont manifesté leur satisfaction à travers bien sûr cet appui de projet HELP. Et nous demandons encore à ce projet de continuer toujours à travers, ces appuis multiples et multiformes, de continuer à soulager, à appuyer bien sûr ces populations qui sont actuellement toujours dans l'attente. Beaucoup de quarantaines de femmes ont marché venir à la mairie, qu'ils sont venus s'allier. C'est grâce à l'État et grâce au projet HELP qu'ils ont eu cet appui. Ils sont venus donner des bénédictions au projet HELP qui les aidait dans le côté santé jusqu'au côté alimentaire.
Le projet de réduction des effets de la crise alimentaire dans le Sahel se poursuit encore sur 6 mois au profit des éleveurs et des agriculteurs. Quant aux actions d'aide, elles s'étendront sur 182 villages des provinces de l'Oudalan et du Séno. Le ministère de la Communication poursuit ses échanges avec le public sur la célébration de la fête nationale le 11 décembre prochain à Koudougou. À Ouagadougou, c'est l'amphi 1 de l'École nationale de magistrature qui a accueilli cette conférence. L'objectif de cette démarche, associer les citoyens à la réflexion sur la paix durable et la stabilité. Nathalie Savadogo Nabaloum, Estelle Judith Aksoba. Après Bobo Dioulasso et l'ENEP de Koudougou, c'est au tour de l'ENAM et de l'ISIC de Ouagadougou d'abriter les conférences dans les grandes écoles. Organisées par le ministère de la Communication, à l'occasion de la célébration du 11 décembre prochain, cette conférence a pour thème citoyenneté, dialogue et paix, socle d'une nation prospère et solidaire. Elle a pour objectif d'associer le public cible à la réflexion sur la pérennisation de la paix et la stabilité politique du pays. Nous devons mobiliser l'ensemble des citoyens à mieux appréhender les responsabilités des citoyens, à s'impliquer, à dialoguer à tous les niveaux, à travailler à favoriser les conditions pour garantir la paix et la stabilité de notre pays. Et que ce n'est qu'à cette seule condition que nous pouvons construire une nation solidaire et prospère. Au terme de ces conférences, les participants devraient intégrer une prise de conscience des valeurs de paix et de tolérance. Ils devraient aussi être capables de jouer leur part de responsabilité quant au maintien de la paix au Burkina Faso. Un mot de santé à présent, la santé de la mère et de l'enfant, objet d'une rencontre à Ouagadougou. Il est question de finaliser et de valider la feuille de route du Burkina pour de meilleurs indicateurs dans le domaine. La réunion de consultation entre le ministère de la Santé et ses partenaires s'est ouverte en présence de Wendata Nathalie Kaouri. Le secrétaire général des Nations Unies a lancé en septembre 2010 la stratégie mondiale pour la santé de la femme et de l'enfant, dont l'objectif est de sauver 16 millions de vies d'ici à 2015 dans 49 pays en développement. Le suivi de la réalisation de cette stratégie est une condition clé de sa réussite. C'est ainsi que mandat a été donné à l'Organisation mondiale de la santé de mettre sur pied une commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant. L'OMS a établi la commission de l'information et de la redevabilité pour la santé de la femme et de l'enfant, qui a pour but d'encourager de différentes manières les pays ainsi que les partenaires à être plus redevables envers la santé de la femme et de l'enfant. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des pays en développement, la situation de la santé de la mère et de l'enfant constitue une grande préoccupation. L'enquête démographique et de santé de 2010 indiquait 341 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes et un décès sur 8 chez les enfants de moins de 5 ans. Avec ces chiffres, on est loin d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement dans le domaine de la santé de la mère et de l'enfant et il faut réagir maintenant. C'est véritablement une injustice quand nous continuons de perdre des femmes en couche, quand nous continuons de perdre des enfants avant leur 5e anniversaire. Nous devrons rendre compte de ce que nous faisons, de ce que nous investissons comme sous, de ce que nous gérons par rapport à cette question. Les domaines prioritaires à renforcer durant la période 2012-2015 seront identifiés au cours des travaux. Les implications en termes de coûts financiers et de ressources humaines seront également prises en considération. Il est attendu, entre autres, des propositions pour le renforcement du système d'information sanitaire, l'identification des causes de décès et les opportunités offertes par l'éthique pour un meilleur accès à l'information sanitaire. Et des centaines de vies de mères et d'enfants menacés chaque jour pour cause de manque de sang récurrent dans les formations sanitaires. Cela est une réalité. L'association SOS Sang apporte sa contribution à travers une opération qui invite les moins de 25 ans à donner leur sang au moins 25 fois avant leurs 25 ans, d'où le nom du club 25. Nathalie Kaoré nous présente le club qui a été installé. C'est pour satisfaire à la demande sans cesse croissante en sang dans les formations sanitaires que l'association SOS Sang a adopté le concept dénommé Club 25. Le concept de Club 25 est né au Zimbabwe en 1989 et depuis lors, il s'est révélé être un moyen efficace et peu coûteux pour cibler des jeunes donneurs bénévoles de sang.
Il a pour objectif principal d'inciter les élèves à donner 25 fois de leur sang avant leur 25e anniversaire. En plus du don de sang, les jeunes des clubs 25 s'engagent à adopter un mode de vie sexuel responsable pour se prémunir des IST et éviter de donner du sang contaminé. Ils ont aussi pour tâche d'inciter leurs camarades et les autres membres de la population à accepter de donner leur sang, car il n'y a rien de plus noble que de donner un peu de soi pour sauver des vies. Les représentants du ministre de la Santé et de la Marraine ont tous salué l'initiative de l'association SOS Sang pour son noble combat et ses initiatives pour sauver des vies à travers des séances de collecte de sang. Ils ont donc exhorté les uns et les autres à un engagement plus ferme pour le don bénévole et régulier de sang. Les objectifs de SOS Sang sont de promouvoir le don de sang bénévole, de sécuriser les donneurs sur le plan de leur santé et de contribuer à la lutte contre toute forme de commercialisation du sang et de ses produits dérivés. Les acteurs de la formation professionnelle au Burkina Faso, eux, réfléchissent sur les modalités de transfert des compétences et des ressources financières dans les collectivités territoriales. C'est une des exigences de la politique nationale de formation professionnelle pour un développement harmonieux du secteur. Le programme d'amélioration du système est en cours de validation. Yolande Lompo. Organisé par la coopération suisse et le Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, cet atelier de validation du programme conjoint d'amélioration du système de formation professionnelle réunit l'ensemble des acteurs opérationnels de la formation professionnelle autour d'un même idéal. L'objectif final, c'est nous avons essentiellement 3 composantes. Nous avons une première composante qui va se charger de financer les besoins en formation des promoteurs, c'est-à-dire les projets des promoteurs en matière de renforcement de leurs capacités, notamment l'apprentissage de type dual. Et ensuite, nous avons le renforcement des centres de formation professionnelle parce que sans opérateurs, il n'y a pas de qualité de la formation. Et enfin, nous avons introduit une nouvelle variante qui est l'innovation dans la formation professionnelle. Par exemple, comment on peut intégrer les NTIC, par exemple, dans l'apprentissage. D'une durée de 4 ans, ce programme conjoint apparaît comme un complément au programme d'appui à la politique sectorielle d'enseignement et de formation technique et professionnelle. Il devra accompagner les besoins en formation professionnelle au Burkina Faso, notamment axés sur l'artisanat et le secteur agro-silvopastoral dans les 4 zones que sont le centre, l'est, le centre-ouest et les hauts bassins. 50 000 bénéficiaires sont concernés par le dit programme et à l'issue des travaux de validation, il s'agira de préciser le rôle, la contribution et la responsabilité des différents acteurs fortement impliqués et voir comment établir une synergie entre ce programme et les autres programmes qui sont axés sur les mêmes secteurs d'activité. La coalition pour l'éducation pour tous est pour la transparence dans la gestion des fonds alloués au projet d'amélioration de la qualité de l'éducation. Le programme couvre la période 2011 à 2013 et est un plaidoyer en faveur d'une éducation de qualité dans 4 provinces de Burkina Faso. La coalition était face à la presse pour justifier les 70 millions de PAC et parler des activités menées. Sylvestre Da. Le projet d'amélioration de la qualité de l'enseignement PAC est mis en œuvre depuis 2011 par la Coalition pour l'éducation pour tous au Burkina dans 21 communes de 4 provinces, à savoir le Zonouégo, le Koulpelogo, le Boulgou et le Bazéga. Prévu pour 3 ans, l'exécution du projet consiste à renforcer les capacités des acteurs de l'éducation, informer, sensibiliser et mobiliser la société civile et les populations pour faire pression sur les décideurs afin qu'ils respectent leur engagement pris dans le cadre du PDEB, le plan décennal de développement de l'éducation des bases, engagement qui est d'assurer une éducation des bases gratuite et de qualité pour tous. À 1 an de la fin du projet, cette conférence de presse animée par la coordination de la Coalition pour l'éducation pour tous est une halte pour mesurer l'impact des actions menées, discuter des difficultés et envisager des perspectives. En fin d'année, quand on a évalué la mise en œuvre, il se trouvait que beaucoup de demandes de changement qui sont formées ont été prises en compte. Donc, il y a de nombreuses salles de classe qui ont été équipées, qui n'avaient pas d'équipement. Il y a eu des salles qui ont été rénovées. Au niveau du poste primaire, il y a également eu des constructions de CEG
dans des villages qui n'avaient pas été programmés. Alors, en ce qui concerne la qualité, effectivement, de l'enseignement, les enseignants surtout disent être à l'aise parce qu'ils ont beaucoup de moyens pour pouvoir travailler. Ils ont reçu des formations. L'exécution du projet PAC a nécessité la mise en place de groupes de plaidoyer constitués chacun de 12 personnes choisies parmi les acteurs de l'éducation dans les 21 communes concernées. Le projet bénéficie de l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ainsi que de l'appui financier des organisations non gouvernementales Bonne Fondaine et Ibis. Un financement qui se chiffre à 70 millions de francs CFA répartis sur les 3 années. Un peu de tourisme maintenant, et c'est à l'est que nous allons pour visiter 2 campements écotouristiques. Vous pouvez désormais visiter la falaise de Gomnangou, les ruines ancestrales du village de Yobri, les crocodiles de Tambara ou encore les cascades de Kindi et bien d'autres richesses naturelles dans cette zone sans vous soucier de où dormir. Les 2 campements à Tambara et à Logobou s'offrent à vous pour votre séjour. Nicolas Zigani nous les présente. Ces 2 campements viennent agrandir les sites d'accueil de Tambaga et de Logobou et offrir un mode d'hébergement respectueux de la nature à proximité des zones touristiques. Les visiteurs pourront faire du tourisme responsable et participer au développement durable et économique de ces localités. Le campement écotouristique, c'est quoi? C'est un endroit où on peut s'héberger différemment des hôtels ordinaires. C'est un endroit où il y a des éco-guides qui peuvent montrer aux étrangers, aux touristes qui viennent de tous les horizons, les potentialités locales. C'est aussi une façon de dire aussi aux populations locales de Kinkombu, de Yobri à Tambaga et de Diapaga qu'ils sont riches, qu'ils sont dépositaires d'une nature qui est véritablement luxuriante et riche. Ils ont de la faune jamais vue ailleurs. Ces campements d'écotourisme permettront de valoriser les potentialités touristiques de la zone et préserver les ressources naturelles, culturelle et sociale. C'est aussi un moyen de contribuer de manière positive et équitable au développement économique de la localité en impliquant les populations et les collectivités locales. Et avec l'ouverture de ce campement, c'est bien certain, les touristes vont affluer et on aura des ressources. Sinon, c'est un campement qui va renflouer les caisses de notre commune. Autour de ces sites touristiques, ce sont de nombreux emplois qui seront créés pour améliorer les conditions de vie des populations. Ces 2 campements d'hébergement ont été réalisés grâce à un financement de l'Union européenne et l'Organisation mondiale du tourisme dans le cadre d'un projet de promotion de l'écotourisme. L'Association des jeunes du Burkina Faso s'est donnée pour objectif de soutenir les initiatives de paix et de faire la promotion de la jeunesse par le développement des activités génératrices de revenus, entre autres. C'est en fanfare que la jeune association a démarré ses activités le week-end dernier à Pouitenga. Frédéric Etienne Bassenga. Pour le lancement officiel de ces activités à Pouitenga, l'Association des jeunes du Burkina Faso a mis les petits plats dans les grands. Prestations musicales d'artistes modernes et traditionnels, il n'en fallait pas moins pour marquer ce grand jour pour cette association dans le Kouritenga. Créée pour soutenir toutes les initiatives allant dans le sens de la paix, cette association fait également la promotion de la jeunesse par le développement des activités génératrices de revenus. C'est une initiative que nous, les jeunes, on a pris pour s'aider, pas pour aider, c'est pour s'aider. Parce qu'on ne peut pas évoluer sans la phalange. Donc, pour cela, nous avons mis ça en œuvre pour aider ceux qui n'ont pas le boulot, ceux qui n'ont pas de travail aussi, à gagner au moins le travail pour pouvoir avoir le minimum de subsistance. Parce qu'on dit que toute chose, il faut d'avoir que le phare soit plein avant d'avancer. À cet effet, 10 trousses, dont 5 pour la mécanique et 5 pour la menuiserie, 5 bons de permis de conduire, 5 machines à coudre et 2 tonnes de riz ont été offerts aux membres de l'association. C'est une bonne initiative. Bon, on est là pour accompagner en tout cas les bonnes initiatives qui permettent à la jeunesse d'avoir du boulot, de s'entraider, de se soutenir et de promouvoir la paix. Il faut par ailleurs noter que l'association des jeunes du Burkina Faso voit un attachement sans faille à la FEDABC qui pour elle n'a ménagé aucun effort pour accompagner le président du Faso dans son œuvre de construction d'un Burkina solidaire, prospère et de paix.
Un mot de l'actualité hors de chez nous. L'Union africaine approuve une action militaire dans le nord Mali. C'est ce qu'allait expliquer la présidente de la commission de l'UA aux autorités françaises. L'option du dialogue n'est pas exclue cependant. La présidente de la commission de l'Union africaine est à Paris. Rencontre avec Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, et le président français François Hollande pour évoquer la crise au Mali. Madame Zouma a appelé les forces armées au dialogue tout en réaffirmant qu'une intervention militaire n'était pas à exclure. Nous verrons, mais évidemment, si nous pouvons avoir la paix au Mali, regagner les territoires et l'intégrité du pays sans partir en guerre, c'est très bien, mais nous nous préparons. Et si les forces ne sont pas suffisantes, nous agirons en temps.